Un nouveau cas de contamination à l'hépatite C en milieu médical après un médecin en Gironde. C'est une clinique de Bagnolet près de Paris qui est montrée du doigt. 3 patients au moins auraient contracté le virus. Les Restos du Cœur, 18e édition et toujours plus de bénéficiaires. La campagne 2002 qui commence aujourd'hui est marquée, comme l'an passé, par l'afflux de jeunes et de demandeurs d'asile. Ça ressemble à la guerre, mais ça n'est pas la guerre. L'armée américaine met la pression sur l'Irak en entamant d'importantes manœuvres au Qatar. Pendant ce temps, les spécialistes de l'ONU ont commencé à examiner la déclaration de Bagdad sur ses armements. Quand la religion entre dans les grandes surfaces, un Franprix de la ville d'Évry supprime l'alcool et le porc de ses rayons et fait la promotion de la viande halal. Faut-il dénoncer une logique communautariste? 3 questions au maire d'Évry, Manuel Valls. Bonsoir et à tout à l'heure. La voiture enfin et la révolution de l'hydrogène. Le premier constructeur mondial, General Motors, se lance dans la bataille avec la Hi-Wire. Sans moteur ni volant, commercialisation prévue dans 10 ans peut-être. Bonsoir à tous, merci de votre attention. Pour commencer donc l'hépatite C et cette nouvelle affaire. Il y a quelques jours, c'est un médecin bordelais qui était mis en cause pour avoir propagé le virus. Cette fois, c'est une clinique de Bagnolet. 3 patients au moins ont été contaminés le 10 avril dernier. Et là encore, on s'interroge sur les règles d'hygiène. Reportage Nathalie Sapena, Laurent Siron. Mauvaise nouvelle pour les patients de cette grosse clinique privée de Bagnolet. 3 personnes ont contracté une hépatite C lors d'une intervention chirurgicale qui se déroulait en avril dernier. Selon les premiers éléments de l'enquête, la contamination a eu lieu lors de l'anesthésie. Il semble qu'il s'agisse d'une erreur accidentelle car les enquêteurs de la DAS n'ont pas relevé de pratiques défectueuses des anesthésistes. Les 3 patients subissaient des opérations différentes, des arthroscopies du genou et une endoscopie digestive. À la clinique, on est sous le choc. Ça m'étonne vraiment parce que on a quand même des mesures d'hygiène qui sont relativement, je pense, très pointues et je suis effectivement assez surpris. Les 26 personnes opérées cette journée-là ont tous été testées. D'autres patients seront prochainement rappelés par les autorités sanitaires. En attendant, la direction de la clinique va mettre en service un numéro vert à partir de demain. Dans cet établissement, 8000 patients sont opérés chaque année. Jean-Daniel Flézaquier, bonsoir. On a l'impression que les affaires de contamination se multiplient. Est-ce vraiment une réalité statistique ou bien y a-t-il un effet de loupe? Non, il y a sûrement un effet de loupe parce que ces accidents sont rares, mais ils sont spectaculaires parce qu'ils touchent un certain nombre de patients en même temps. Dans ces 2 dernières années, par exemple, il y a eu une affaire à Béziers dans un centre de rein artificiel avec 20 patients contaminés par l'hépatite C, l'affaire d'un phlébologue bordelais avec au moins une dizaine de patients contaminés, et puis récemment à Louviers, une clinique au cours de l'anesthésie, là encore, 5 à 6 patients ont été contaminés. Alors, ce qui se passe dans ce qu'on appelle ces soins en série, c'est qu'un premier patient porteur de l'hépatite C va subir un soin ou une injection, un peu de son sang va souiller un instrument ou un liquide contenu dans un flacon, et malheureusement pour ceux qui vont suivre, eh bien, la contamination va se propager, parce qu'il faut dire que les virus de l'hépatite C et de l'hépatite B sont 100 fois plus contaminants, 100 fois plus agressifs par exemple que le virus VIH responsable du sida. Et rapidement Jean-Daniel, un point sur l'hépatite C parce que les spécialistes ne sont plus aussi pessimistes qu'avant. Oui, je dirais que c'est un peu la bonne nouvelle dans ces mauvaises nouvelles. L'évolution de cette maladie dont on disait que dans pratiquement un cas sur 2, elle évoluait vers une hépatite chronique et une cirrhose. Et aujourd'hui, ce n'est plus vrai. On s'est aperçu que c'est une maladie qui est moins agressive que ce que l'on pensait. Et surtout, on a des nouveaux traitements qui permettent, dans un certain nombre de cas, à peu près un quart des cas, de débarrasser complètement les gens du virus qu'ils portent. C'est donc une bonne nouvelle, mais ce serait encore une meilleure nouvelle si le dépistage était fait de façon plus régulière et si les 200 ou 300 000 porteurs de l'hépatite C qui s'ignorent en France pouvaient au moins connaître leur statut et leur état vis-à-vis de cette maladie. Merci Jean-Daniel. Et à noter que 3 nouvelles plaintes se sont ajoutées aux 7 déjà déposées contre le médecin phlébologue de Bordeaux, soupçonné d'avoir propagé le virus. On en parlait à l'instant. Plus de 2200 centres en France, donc une vingtaine en moyenne par département. La campagne des Restos du Cœur, 18e du nom, a commencé aujourd'hui. Et comme chaque année, on vient chercher du réconfort autant que de la nourriture. Laetitia Legendre, Alain Poirier. Sucre, pas sucre. Sucre avec un petit sucre et une goutte de lait pour la dame. Un petit gâteau, un peu de réconfort, avant d'aller chercher les colis pour les repas. Vous servir du café. Voilà. Merci madame. Il y a d'autres personnes qui ont plus besoin que moi, certainement. Donc c'est pour ça que je me suis un peu culpabilisé en quelque sorte. Et maintenant, vous trouvez quoi ici? Beaucoup d'amitié. Les gens ils s'en foutent de ceux qui n'ont rien. Ils les méprisent d'ailleurs. Alors ici? Non, ils les méprisent pas ici. Ils ont un peu plus de chaleur, quoi. Chaleur humaine. C'est très bon, ça se fait à la poêle. Vous en voulez?
Café, cassoulet, raviolis, fruits. Ici, les bénéficiaires peuvent choisir. Ils partent avec de la nourriture pour 3 jours. Quel type de personnes vous recevez? Alors des personnes qui ont à peine pour vivre, qui sont dans des situations régulières, des vieilles personnes, des hommes seuls, des femmes seules, avec enfants, et surtout, depuis l'an dernier, beaucoup de gens en situation régulière. Vous êtes déjà venu l'année dernière? Oui. Hein? Donc vous êtes toute seule avec votre fille, hein? Oui, oui. Lorsqu'ils se sentent en confiance et qu'ils ont vraiment des gros problèmes, on a vraiment le sentiment qu'on ouvre les vannes et on sort les boîtes de Kleenex et puis on écoute. La convivialité, c'est très important. Qu'est-ce qui est important? De voir du monde. Surtout quand on a 2 enfants et puis on vient de perdre son mari, c'est pas facile, quoi. Alors d'en discuter, ça fait du bien. Les Restos du Cœur démarrent tout juste leur campagne, qui s'achèvera le 15 mars. Et aujourd'hui, le nombre de bénéficiaires a atteint 560 000 personnes, chiffre 2001. Pourtant, lorsque les Restos du Cœur ont vu le jour il y a 18 ans, on parlait à l'époque de nouveaux pauvres et on n'imaginait pas une telle longévité. Anne Guéry. C'était une gageure, un défi lancé à tous un jour de colère. 1985, Coluche est sur les ondes et ce n'est pas pour rire. Il n'y a pas de raison que de la bouffe, il y en ait pour nous et qu'il n'y en ait pas pour tout le monde. Ça, c'est pas normal. On est dans le pays de la bouffe. En plus, on est vraiment le pays de la gastronomie. C'est pas ici qu'il va mourir des gens de faim. L'hiver 86, Coluche ouvre ses Restos du Cœur. Avec 5000 bénévoles, il va offrir 8 millions de repas. Ça va les garçons? Un peu froid, mais c'est quoi ta télé? La France découvre alors ceux qu'on appelle à l'époque les nouveaux pauvres. Ce sont les chômeurs. Je viens depuis 15 jours seulement. Mais depuis 15 jours, oui, j'ai mieux mangé. Mais j'ai plutôt honte. Tu viens faire tes courses pour 4-5 personnes, tu rentres chez toi, tu fais à bouffer, t'es pas obligé de dire aux enfants, on me l'a donné. Coluche pense que les restos ne vont pas durer. À coup sûr, les pouvoirs publics vont prendre le relais. Et c'est dans cette optique qu'il leur demande de défiscaliser les dons. Dans la foulée, il bat campagne à Bruxelles afin de récupérer auprès des pays européens les surplus agricoles. Il faudrait que tous les pays, pour les déshérités qui n'ont pas à manger, puissent avoir accès à ces excellentes productions qui finalement, très souvent, sont détruites. On vous promettra pas les toujours du grand-père. Avant de mourir, Coluche avait eu le temps de mobiliser du beau monde. 18 ans que ça dure, 40 000 bénévoles, 60 millions de repas servis. Pas si mal pour une idée qui semblait au départ un peu folle. Ah, la soupe là, c'est bon hein, pour la soupe hein. Elle s'approche, elle s'éloigne. La menace de marée noire en France varie au fil des jours et des courants. Les dernières informations sont plutôt positives. Alors que le plan Polmar-Terre se met en place dans les Landes, aucune trace n'a été observée lors d'un survol aujourd'hui à moins de 100 km des côtes, espagnoles ou françaises. Prudence toutefois, les spécialistes indiquent que les nappes ne sont pas forcément visibles en surface. Le plan Polmar, je vous le disais, il se met en place. Nous retrouvons David Bazier et Bernard Bonnard. Hier soir, avec retard, le convoi de matériel anti-marée noire parti de Bordeaux arrive enfin au Pays Basque. 25 heures après le déclenchement du plan Polmar-Terre, les Pyrénées-Atlantiques possèdent de quoi lutter contre l'arrivée d'hydrocarbures sur les côtes, notamment des barrages anti-pollution. Ça tient mal contre la houle et ça tient mal contre les courants. Donc on est obligé de protéger des endroits relativement calmes et qui seraient difficiles à nettoyer par la suite. Donc ça peut être des baies écologiquement sensibles, ça peut être des ports de plaisance, des ports de pêche. Guétari, ce petit village, comme toutes les communes de la côte, a reçu des fiches d'inscription pour recruter des bénévoles. Au secrétariat de la mairie, les bénévoles viendront s'inscrire volontairement et on leur donnera la fiche. D'accord. Et après, cette fiche sera renvoyée? Voilà, aux autorités qui choisiront, parce qu'il y a quand même des conditions très strictes de santé à remplir. Mais au port, les pêcheurs comme M. Graciette pensent que les formulaires sont trop compliqués. Volontaire, vous n'avez pas vu ce qu'ils demandent pour être volontaire? Il faut avoir des vaccins, tout un registre. C'est plus dur de faire du bénévolat que d'être employé n'importe où. Cependant, personne ne doute qu'ici, les habitants du littoral se mobiliseront en cas de malheur. Tout à fait bénévole, oui.
Sans Oui. hésiter. Sans hésiter, sans aucune hésitation. D'ailleurs, on s'est déjà renseigné savoir où est-ce qu'on pouvait récupérer des combinaisons, des masques, des gants. De plus en plus de monde vont se porter volontaire à ce niveau-là, parce que bon, déjà d'une part, bon, c'est touristique, hein, ça c'est pour vivre, il n'y a pas de problème. Moi je suis un ancien de la restauration, donc je sais que s'il n'y a pas de plage, il n'y a pas de boulot. Pourquoi pas aller aider, mais je pense que l'État pourrait embaucher des gens pour y aller aussi, puisqu'il y a plein de chômeurs. Ça s'en va et ça revient. La menace des nappes de pétrole commence à peser sur les habitants de la côte basque. Heureusement aujourd'hui, un vent de sud s'est levé. Il dirigerait les nappes davantage vers le nord, vers le département des Landes. C'est pour ça que là-bas, le plan Polmar a été déclenché. Mauvaise nouvelle au fond de la mer. 3 nouvelles fissures ont été détectées dans la poupe du Prestige par le sous-marin français Nautile. Au total, il y a donc 5 brèches. Information donnée par le gouvernement espagnol, critiqué, vous le savez, pour avoir minimisé la catastrophe et qui prend l'initiative aujourd'hui. 7000 militaires sont dépêchés sur place. Un triplement des effectifs qui va permettre de remplacer progressivement les volontaires. Il faut rappeler que le fioul peut provoquer des irritations de la peau. Il y a même des risques de cancer. En France aussi, on l'a déjà dit, les bénévoles seront en nombre limité en cas de marée noire et étroitement encadrés. Jean-Pierre Raffarin, lui, rendait hommage aujourd'hui aux victimes des violentes inondations du mois de septembre dans le sud de la France. Visite ici dans le Gard. Le Premier ministre a notamment indiqué qu'il allait faire pression sur les compagnies d'assurance pour accélérer les expertises et permettre ainsi l'arrivée des premières aides. La religion a-t-elle sa place dans les rayons de la grande distribution? En tout cas, l'initiative d'un magasin Franprix de la ville d'Évry provoque un débat très vif aujourd'hui. Plus d'alcool, plus de viande de porc, produit interdit par l'islam. En revanche, le magasin fait la promotion de la viande halal. La direction nationale de Franprix proteste. Vous aussi, Manuel Valls, vous êtes le maire d'Évry. Alors vous nous direz pourquoi. D'abord le reportage de Julia Delage et Jean-Paul Chausset. Sur les étagères, pas d'alcool, au rayon boucherie, pas de porc, uniquement de la viande halal, découpée dans le strict respect des rites musulmans. Depuis plus d'un mois à Évry, cette supérette a décidé de suivre les préceptes alimentaires de l'islam. Et si les gérants ont fait ce choix, c'est, disent-ils, pour satisfaire leur clientèle. Si on va vendre le porc ici, ça ne sert à rien du tout de faire une boucherie halal. Il faut mieux faire une boucherie pareille, comme tout le monde, ramener la viande des Rungis et ne pas investir dans une boucherie halal parce que les clients ne vont plus donner confiance. Un choix qui a déclenché la colère de la mairie. Pour elle, ce magasin doit retrouver un fonctionnement normal qui ne soit pas réservé à une seule communauté. Vous pouvez donner une interprétation religieuse. Mais nous, notre point de départ, notre intention, c'était pour la commerce, pour gagner de l'argent. Et apparemment, ça marche. À la caisse, pas de mécontents. La clientèle est plutôt pragmatique. Ça ne me dérange pas du tout, personnellement, non. Si je veux de l'alcool, je vais en chercher ailleurs. Voilà. Autour du magasin, par contre, on s'inquiète. Mais l'islam n'a jamais dit qu'il faut aller chez les gens déranger la société. Au contraire, l'islam dit quand vous allez quelque part, vous devez faire comme eux. Associations et commerçants craignent en fait un repli communautaire. Moi je suis contre. Hein. Moi je veux que tout commerçant qui s'installe ici, il doit vendre tous les produits. Il ne doit pas être limité à un seul produit pour des raisons religieuses. Ce soir, la direction nationale de Franprix exige que les gérants vendent tous les produits. Dans le cas contraire, elle les menace de retirer leur enseigne. Alors Manuel Valls, donc maire socialiste d'Évry, on le voit, les avis sont partagés. Vous vous dites communautarisme, attention, est-ce que ça n'est pas peut-être un peu excessif dans la mesure où, c'est ce qu'expliquait le gérant de ce supermarché, on s'adapte à sa clientèle? Mais ma ville, c'est tout le contraire de ça. C'est une ville riche de sa diversité, de ses cultures, de ses origines, de ses religions, de sa jeunesse. Vous savez, c'est une ville qui s'est beaucoup donnée pendant 2 jours pour le Téléthon. C'est une ville universitaire. Donc, croyez-moi, la voir uniquement à travers le prisme de ce débat, c'est évidemment un peu malheureux. Mais ce sont d'abord les habitants de ce quartier des Pyramides qui se sont mobilisés parce qu'ils ne peuvent pas accepter qu'une enseigne aussi importante que Franprix se spécialise et rejette une partie de la population. Le quartier des Pyramides est divers aussi. Il y a des habitants qui sont là depuis 20 ans, qui côtoient ceux qui sont arrivés il y a moins longtemps, qui vivent ensemble. Et croyez-moi, si la seule épicerie se transforme et se spécialise pour une seule communauté, là oui, il y a danger de ghettoisation d'un quartier qui a déjà besoin de tout notre soutien. Oui, alors on entendait un des clients
de ce Franprix dire, bon, si on veut de l'alcool, on peut aller en trouver ailleurs? Oui, mais il n'y a pas de magasin sur cette place autre que cette épicerie, que ce Franprix. Il y a évidemment une boucherie halal à 10 mètres à peine de ce Franprix. Donc non, les habitants ne peuvent pas aller ailleurs, ne peuvent pas aller à 10 minutes, un quart d'heure sur une autre surface. Alors, et puis c'est quoi ça? Dans ce quartier, on ne pourrait pas acheter de l'alcool, on ne pourrait pas acheter du porc, on ne pourrait pas vivre comme tous nos autres concitoyens. C'est inadmissible, c'est contraire à la conception que j'ai de la République. Parce que j'allais dire, et on connaît aussi des magasins spécialisés dans le quartier chinois qui vendent que des produits chinois, ou des magasins cachers dans les quartiers juifs. Donc j'allais dire, pourquoi pas là? Mais Évry est une ville de 50 000 habitants, on ne peut pas comparer avec Paris. Évry a ses quartiers, c'est une ville qui accueille beaucoup de musulmans. L'islam est la deuxième religion de France, elle mérite tout notre respect et autre chose que des apprentis sorciers qui jouent sur la base d'une soi-disant étude de marché. À Évry, nous avons été des premières villes. C'est le symbole en fait qui vous choque autant que c'est le la symbole mesure dans elle-même. cette ville où il y a la plus belle mosquée de France, où j'ai fait installer un carré musulman dans le cimetière d'Évry à côté du carré juif. Nous voulons vivre des symboles de la richesse de notre diversité et ne pas transformer un certain nombre de nos quartiers en véritables ghettos ethniques, sociaux ou religieux. C'est inadmissible et donc c'est la raison pour laquelle je me réjouis et de la mobilisation des habitants et aussi de la décision de l'enseigne Franprix. Merci Manuel Valls d'avoir répondu à nos questions et on poursuit avec la politique. Et ce constat, non, l'étiquette UMP ne suffit pas pour gagner. Surprise hier soir dans la législative partielle des Yvelines, c'est l'UDF Christian Blanc qui est arrivé nettement en tête. Philippe Briot pour l'UMP est distancé, il a même décidé de se retirer. Un revers personnel pour Alain Juppé qui s'était personnellement engagé dans cette bataille. Michael Darmon, Alexandre Decuit. Blanc. Élection partielle, mais fiasco complet. Forte abstention et vote sanction au sein de la droite. L'analyse de Philippe Briot, le candidat UMP largement distancé, est lapidaire. C'est vrai que l'épée Juppé a certainement eu des conséquences. Un effet boomerang dont voici le principal bénéficiaire. Christian Blanc, le joker de François Bayrou, tire les bénéfices d'une guéguerre lancée par Alain Juppé entre l'UMP et l'UDF et les électeurs ont tranché. Nous avons obtenu 46,37% des voix et M. Briot 30,72%. Mais à ce moment-là, la crise couve à l'UMP. De son côté, Philippe Briot téléphone, s'isole quelques instants et annonce à la manière d'eux. J'ai décidé de me retirer pour le deuxième tour. Aujourd'hui, en privé, des dirigeants de l'UMP reconnaissent que des erreurs ont été commises dans l'élection. Et certains dans le parti Chirac enfoncent le clou. Je crois que c'est un avertissement sévère pour l'UMP. Les gens ont eu le sentiment que la droite s'était divisée une fois de plus et les mauvais souvenirs ont ressurgi. Et il revient une fois de plus à Jean-Pierre Raffarin de sortir une de ses formules pour tenter de calmer le jeu. Une élection partielle doit donner des leçons partielles. Une élection globale donne une leçon globale. Sans Philippe Briot, il ne reste donc qu'un seul candidat en lice pour le deuxième tour. Les électeurs des Yvelines devront donc se rallier à Christian Blanc dimanche prochain. Et sur l'antenne de France Bleu Gironde, il y a quelques instants, Alain Juppé s'est voulu beau joueur. Nous soutiendrons Christian Blanc de bon cœur au second tour, déclare-t-il. Un mot aussi de la partielle de Maubeuge. Le Front National est en net recul par rapport à juin. Le second tour opposera donc le candidat UMP Jean-Claude Decagny arrivé en tête au socialiste Michel Logiaco. La politique est à l'honneur sur France 2 avec une grande soirée d'information. Premier rendez-vous, 100 minutes pour convaincre, animé par Olivier Mazerolle, avec ce soir Nicolas Sarkozy. À cette occasion, sera dévoilé un sondage de l'Institut Ipsos sur l'action du ministre de l'Intérieur. En voici un aperçu. Selon cette enquête, 60% des Français pensent que sa politique de lutte contre l'insécurité réussira, contre 33% qui sont d'un avis contraire. Et puis sachez que 54% des personnes interrogées estiment qu'il est présent comme il se doit pour expliquer sa politique, contre 40% qui pensent qu'il en fait trop et se préoccupent avant tout de sa communication et de son image. C'est un fait. Le ministre de l'Intérieur occupe le terrain dans les médias, à l'Assemblée. Alors y a-t-il vraiment des résultats? Un exemple avec les GIR, groupements d'intervention régionaux. On leur a fait beaucoup de publicité. Quel est le bilan? Enquête Audrey Goutard, Caroline Gauthier. Un gendarme, un policier ensemble pour une nuit de surveillance. Ouais, c'est bon.
Nous sommes au GIR des Yvelines, 6 mois après sa création. On cherche à comprendre et à voir quels sont leurs modes de vie, quels sont leurs agissements, puisque bon, on lutte principalement contre l'économie souterraine. Et on veut aussi connaître la vie nocturne de nos objectifs, quoi. C'est une mission qui demande discrétion et patience. On est loin des premières opérations des GIR, celles d'avant l'été. Beaucoup de bruit pour peu de résultats, disaient les détracteurs. Un mauvais départ, une contre-publicité. 6 mois après, les paillettes semblent avoir été remisées. Ils sont revenus à leur vocation essentielle, c'est-à-dire un travail d'investigation là où les autres services de l'État n'allaient pas. Au GIR des Yvelines, la discrétion est de mise. Pas de friction non plus entre les enquêteurs, même si chacun vient d'une administration différente. On travaille avec tout le monde, absolument tout le monde, les gendarmes, les policiers, on n'est pas racistes. Leur objectif à tous, taper les délinquants au portefeuille. La matière, il y a des affaires qu'on peut traiter uniquement au plan douanier, d'autres au plan pénal, et d'autres affaires qu'on peut traiter sur les deux plans, aussi bien pénal que fiscal. Et là, ça fait mal. Et c'est là que ça fait extrêmement mal, oui. Ici, à Elancourt, les GIR ont fermé 2 cafés et saisi des machines à sous clandestines. Dans leur lutte contre l'économie souterraine, ils ne déstabilisent pas seulement les dealers et les proxénètes, les commerçants aussi doivent nettoyer devant leurs portes. Le contrôle, le rappel à la règle est quand même efficace, puisqu'on le voit bien au travers de tous les commerces qui ont entendu parler de ces contrôles. Ça a un effet aussi psychologique, dissuasif, puisque tout le monde, en quelques jours, s'est quand même très vite remis en accord avec la législation, avec les contraintes bien sûr légales que certains avaient oubliées. Mais tout le monde n'est pas d'accord sur l'efficacité des GIR. Les jeunes, ils se sentent agressés. Ils se sentent, oui, agressés. Moi, depuis que ce groupe a été créé, je n'ai jamais vu autant de voitures brûlées ici dans ma cité, entre autres. Les policiers, eux, sont convaincus de déstabiliser l'économie souterraine des cités. En 7 mois, sur l'ensemble du territoire, ils ont bouclé 121 affaires et envoyé 330 personnes en prison. Voilà, c'est l'un des sujets sur lesquels vous reviendrez évidemment. Olivier Mazerolle, bonsoir. Je crois aussi que vous avez appelé quelques débatteurs de choix pour porter la contradiction à Nicolas Sarkozy. Bah oui, quand un ministre est aussi en vue que Nicolas Sarkozy et mène une politique qui est suivie par tous les Français, il faut évidemment des contradicteurs. Alors il y aura d'abord des journalistes du Monde, avec qui nous avons préparé cette émission, et journalistes de France 2, puis 4 contradicteurs importants. Dans l'ordre, Salah Amokrane, qui est conseiller municipal à Toulouse, élu sur la liste des motifs. Ensuite, Jean-Marie Le Pen, le président du Front National. Et puis Jean-Guy Talamoni, qui est le leader des autonomistes à l'Assemblée régionale de Corse. Et enfin, Elisabeth Guigou, qui a été elle-même, vous vous en souvenez, ministre de la Justice et puis des Affaires sociales dans le gouvernement Jospin. Donc une émission avec beaucoup de débats et qui donc préfigurera cette soirée spéciale consacrée à l'information sur France 2, puisqu'ensuite il y aura le nouveau magazine Politique Internationale présenté par Thierry Tulier, dont vous parlerez dans votre journal dans un instant, David. Oui, on va en parler à l'occasion d'une interview exclusive de Colin Powell. À tout à l'heure, Olivier. 2 informations en bref concernant encore la police. 7 personnes ont été interpellées ce matin en Corse dans l'enquête sur l'attentat du mois de juillet contre une caserne de CRS. Il avait été revendiqué, je vous le rappelle, par un mystérieux groupe sans nom. Et puis du vandalisme à Orléans la nuit dernière. 19 voitures ont été brûlées, dont 13 dans le seul quartier de la Source. La fin de la grève des inspecteurs du permis de conduire, fin de la grève vendredi dernier, le travail a repris aujourd'hui et les inspecteurs vont évidemment mettre les bouchées doubles, plusieurs centaines de milliers de dossiers sont en attente. Et à propos de sécurité routière, voici une méthode qui pourrait se généraliser. Depuis un mois, des policiers en civil et à moto se fondent dans le trafic et procèdent à des flagrants délits. À Lille, reportage Frédéric Vion, Dominique Mas. À première vue, c'est un motard anonyme au milieu de la circulation. Pourtant, cet homme au blouson de cuir est un policier, en civil certes, mais bel et bien en service. Son but est de profiter de sa discrétion pour repérer les contrevenants au code de la route. Ceux qui, par exemple, carbonisent les feux rouges, comme ici, un sport devenu presque national dans nos villes. Sous son casque, le policier dispose d'une radio. Il est arrêté au feu là. Usage du téléphone pour un véhicule BMW qui est arrêté au feu, c'est le premier véhicule qui est arrêté sur la file de droite, tu reçois. Et 200 mètres plus loin, Renault 25 grise, numéro 5622, défaut de ceinture.
D'autres policiers, en uniforme ceux-là, procèdent à l'interception des véhicules. Donc je vais vous demander de me suivre et vous êtes verbalisé pour la ceinture. Le procédé est nouveau, presque unique en France et donc imparable. Tous les contrevenants tombent dans le piège. J'ai 41 ans de permis que je conduis. C'est la première fois qu'on fait un piège pareil. Est-ce que vous savez comment on vous a vu? Pas du tout. En plus, j'étais cachée par un camion, donc je ne sais pas du tout. Eh bien, en fait, un policier est embusqué en civil un peu plus loin. D'accord. Ils sont malins quand même. Voilà. Malin, le système est surtout parfaitement légal. En fait, certaines personnes pensent qu'un policier ne peut constater une infraction au code de la route que s'il est en tenue d'uniforme. En fait, c'est faux. Un policier, d'après la loi, est parfaitement habilité à constater une infraction au code de la route, même s'il est en tenue banalisée, même s'il est en civil. En vigueur depuis un mois à Roubaix, le procédé se veut avant tout dissuasif pour que la peur du gendarme devienne permanente. Les transports, encore 12e jour de grève pour les cheminots de la région Midi-Pyrénées. Une grève pour l'emploi à l'occasion notamment du changement d'horaire. Les trains régionaux ne circulent plus. Mais l'actualité sociale aujourd'hui est dominée par ce nouveau plan de suppression d'emplois chez J'aime Plus, numéro 1 mondial de la carte à puce. 1000 postes concernés, dont la moitié en France, principalement à Marseille. Sur place, David Bohéry, Édouard Perrin. C'est en colère, on en a marre, ça fait 2 ans qu'on nous prend pour des cons, qu'on nous ment. Et maintenant on nous annonce qu'on va nous mettre à la rue, voilà. Donc on en a ras le bol. Des salariés à bout de nerfs. Ils travaillent le week-end et viennent d'apprendre qu'ils seront sans doute concernés par le prochain plan social. J'aime Plus a l'intention de supprimer 1000 emplois, dont près de la moitié en France. Nouveau coup dur pour un groupe qui va perdre 40% de ses effectifs en 2 ans. Ce qu'on a du mal à admettre, c'est que d'un côté, on nous dise qu'il faut faire des efforts, il faut faire des économies, et que ce soit toujours les mêmes qui doivent faire les efforts. Avril 2001, la direction de J'aime Plus décidait déjà de supprimer 1140 emplois. Mais en pleine crise des télécoms, le numéro 1 mondial de la carte à puce n'arrive toujours pas à remonter la pente. Effectivement, début d'année, on espérait que ce plan suffirait. On s'est un peu trompé sur le niveau de baisse des prix, qui était beaucoup plus important que nous ne l'avions anticipé. On avait également anticipé une reprise à la fin de l'année. Cette reprise n'a pas eu lieu, la reprise du marché. Et comme vous le savez, le marché des télécoms continue à être très mauvais, à être sinistré. Les commandes de cartes à puce pour téléphone portable se sont effondrées. Depuis le début de l'année, J'aime Plus perd 1 million d'euros par jour. Selon les syndicats, la direction n'a aujourd'hui aucune solution pour sortir de la crise. Vous avez annoncé une stratégie, il n'y a pas de stratégie du tout. La seule stratégie, c'est de supprimer des emplois. Puis derrière, on ne sait pas du tout ce que ça va pouvoir donner comme de positif pour J'aime Plus. Le plan de restructuration sera présenté en détail le 16 décembre prochain lors d'un comité d'entreprise. La direction devrait alors annoncer officiellement sa nouvelle stratégie. En Italie, nombreuses manifestations des salariés de Fiat. Les syndicats avaient appelé à une grève générale. Aujourd'hui, je vous rappelle que 6500 salariés du groupe sont au chômage technique. Depuis ce matin, le dialogue avec la direction et le gouvernement a été rompu. La crise irakienne, les 12 000 pages du rapport de Bagdad sur ses armements sont arrivées aujourd'hui à New York. Il faudra évidemment plusieurs jours pour les examiner en détail et seuls les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, la France en fait partie, en auront une copie intégrale. Les États-Unis ne cachent pas leur scepticisme. Nouvelle illustration avec cet exercice militaire de grande ampleur dans le Golfe, où quelques 60 000 marines sont déjà postés. Un exercice qui ressemble presque à une intimidation. À Washington, Étienne Lénard. L'opération Regard intérieur, qui a débuté ce matin sur la base militaire installée par les Américains au Qatar, à tout juste 1000 km de Bagdad, est en fait une manœuvre de simulation. Une guerre sur ordinateur pendant une semaine pour 700 soldats américains et 300 britanniques. La simulation, c'est aussi le lot quotidien des pilotes de la base de Fort Rucker. Tranquillement assis dans un fauteuil, tous ces hommes comptent des centaines d'heures de vol d'entraînement, mais la plupart d'entre eux n'ont jamais participé à une guerre. Bien sûr, pour les gens, ça ressemble à un jeu vidéo. Mais pour nous, c'est vraiment réel. Quand vous n'accomplissez pas ce que vous avez prévu, ça tourne mal et vous vous sentez mal. Avec son nez bourré de capteurs et de radars, cet hélicoptère est capable de repérer 250 cibles à la fois et de les classer par ordre de priorité. Il serait, en cas d'attaque contre l'Irak, un élément important du dispositif américain. Les États-Unis comptent d'ores et déjà 60 000 soldats prépositionnés dans le Golfe Persique. Mais George Bush continue d'affirmer que
que la guerre n'est pas inéluctable. Et en exclusivité pour France 2, le chef de la diplomatie américaine, Colin Powell, répond ce soir à toutes les questions. Interview à suivre dans son intégralité dans un nouveau magazine de la rédaction, Un œil sur la planète, animé par Thierry Tulier. Voici un extrait de cette interview et vous allez l'entendre, Colin Powell est déjà dans la guerre. Écoutez. Si en fin de compte, ce conflit devient nécessaire, que la coalition y va, je pense que stratégiquement il sera rapide et qu'il créera, en Irak même, le plus vite possible, un gouvernement au service de son peuple et représentatif de son peuple et qui fera la paix avec ses voisins. À mon avis, cela sera plus un facteur de stabilisation que de déstabilisation de la région. Faut-il avoir peur des États-Unis? 22h45, un œil sur la planète, animé donc par Thierry Tulier. Enfin, notez que les inspections s'accélèrent. 25 nouveaux experts sont arrivés à Bagdad. Au programme aujourd'hui, entre autres, le site de Falloujah, au cœur des difficultés de la mission des inspecteurs, puisqu'il s'agit d'installations civiles, de production de chlore notamment, mais qui pourraient avoir une vocation militaire. Les suites de l'attentat de Mombasa, les portraits robots de 2 suspects ont été diffusés aujourd'hui par la police kenyane. Une récompense de 6 000 $ est promise pour toute information. 13 personnes restent à ce jour détenues dans le cadre de cette enquête. 13 personnes dont 6 Pakistanais. En Roumanie, un procès qui passionne le pays et qui mobilise aussi des personnalités françaises. Celui de Michel Sounalé. Ancien braqueur, il a 67 ans, il est bénévole, travaille dans l'humanitaire et il est soupçonné de pédophilie. Bernard Kouchner en personne avait fait le voyage aujourd'hui pour le soutenir. Reportage à Yash, Anne Poncinet, Philippe Luzzi. Des fourgons cellulaires, Michel Sounalé en a connu d'autres. Mais jamais comme ce matin au tribunal de Yash, des amis n'étaient venus le soutenir lors de son transfert. Car avant de s'engager dans l'humanitaire, ici au Kosovo en 99, il fut un jeune braqueur. 34 ans de prison, et puis à sa sortie en 92, il tente une réinsertion dans l'aide humanitaire. Rwanda, Kosovo, Albanie, les missions se succèdent et c'est une réussite. Jusqu'à son action pour l'orphelinat de Popricani, au nord-est de la Roumanie. Et puis cet été, c'est le coup de tonnerre, une accusation de pédophilie. Mais pour Dan Polimarou, son ancien collaborateur, c'est impossible. Vous avez vu quelque chose, vous les enfants? Non, moi j'ai été à la maison jour et nuit et il ne s'est rien passé. L'accusateur, ancien pensionnaire de l'orphelinat, aujourd'hui en fuite, a recueilli le témoignage de 6 de ses camarades. L'an dernier, un conflit l'avait opposé à Michel Sounalé. Les faits remontent à 96, les témoignages à charge sont nombreux mais fragiles. Ce jeune homme, par exemple, s'est ensuite rétracté devant un journaliste, puis devant le tribunal. Il m'a dit tu vas dire ce que je te dis. Et comme ça tu vas gagner de l'argent sur Michel et avec ça tu partiras à l'étranger. Tout un comité de soutien s'est rassemblé pour défendre le Français emprisonné. Bernard Kouchner est même venu ce matin témoigner devant le tribunal roumain. Il avait lui-même confié une mission au Rwanda à Michel Sounalé. Les accusations ont donc été pour lui un choc. J'ai été très troublé et je ne savais pas si à 100%, bien sûr, j'avais raison d'être troublé. Et maintenant, ayant entendu tout ça et connu cette histoire, je suis persuadé de son innocence et je pense que la justice roumaine la reconnaîtra bien vite. Cette année, plusieurs affaires de pédophilie mettant en cause des étrangers ont rendu l'opinion publique roumaine très sensible à ces questions, ce qui n'est évidemment pas très favorable à l'examen serein du cas particulier de Michel Sounalé. À ce propos, un mot du sort des Roms en France. Encore un dossier difficile pour Nicolas Sarkozy, puisque la Cour d'appel a confirmé tout à l'heure la légalité de la remise en liberté de la plupart des immigrés sans papier interpellés la semaine dernière. 48 validations sur 55 cas. Image du massif des Écrins dans les Hautes-Alpes. C'est ici qu'hier, une avalanche a emporté un groupe de skieurs. Une avalanche qui a tué 4 personnes et en a blessé 2 autres. Un hélicoptère a pu survoler la montagne. Et pour sensibiliser les plus jeunes au danger de la montagne, précisément, ce département organise cette année, avec l'éducation nationale, les journées neige et sécurité. Pendant 4 jours, 1800 collégiens vont se familiariser avec les techniques du sauvetage en montagne. Reportage Laurenti. Et ça doit être allumé dès le début de la randonnée, ou de votre sortie de ski de hors-piste, ou de votre sortie raquette. D'accord? Dès qu'on va en dehors des pistes balisées, on a un ARVA. Ce petit boîtier d'aide aux recherches de victimes en avalanche permettra peut-être un jour à ces élèves de 4e de sauver une vie. Pour cela, il faut cependant qu'ils se familiarisent d'abord avec son maniement.
la plus forte. Eh oui. Et finalement, cela ne semble pas trop dur. Plus c'est fort et plus on se rapproche de celui qui est sous la neige. Moins facile sur cette photo de détecter les endroits à risque en fonction du climat. Repérer les dangers, c'est tout l'enjeu de cette opération neige et sécurité à laquelle participent tous les élèves de 4e du département. Ces jeunes viennent des Hautes-Alpes et quand on est dans un département comme les Hautes-Alpes, avoir un apprentissage sur une espèce de culture montagnarde de plus en plus marquée, c'est quelque chose de très important. C'est l'adolescence, c'est l'âge où on commence à prendre des risques, on sort des pistes et être informé des dangers de la montagne, savoir comment on va rechercher quelqu'un en avalanche, je pense que c'est une bonne chose. Pour les aider, des professionnels de la montagne, gendarmerie, guides, moniteurs de ski. But final, une sensibilisation plus qu'un réel savoir-faire technique. Tu prévois d'aller faire du hors-piste cet hiver par exemple? Ouais, avec tout ça. Et tu as le matériel chez toi? Ah non, mais faut l'acheter, ça coûte cher, mais bon, une vie ça n'a pas de prix quoi. Et aujourd'hui, il semble donc que le message soit passé pour l'essentiel. De la neige, beaucoup de neige aussi au Japon, à Tokyo, elle est très en avance, 10 cm sont tombés depuis le début du mois, trafic routier, ferroviaire et aérien paralysé. C'est la première fois depuis 11 ans qu'il neige autant dans le centre de la ville. Les Japonais n'ont pas l'habitude. Environnement avec un constat réconfortant. Près de la moitié de la planète est encore quasiment intacte, c'est-à-dire sauvage et presque inhabitée. C'est la conclusion d'une étude américaine. Parmi les régions les plus conservées, les forêts tropicales et les déserts africains et nord-américains. Laurence Decherf, André Issora. Ils adorent goûter à tout. Si ces gorilles ont le choix dans leur menu, c'est sûrement parce qu'ils habitent au cœur de la forêt du Congo, l'une des 5 régions les plus riches du monde. Riche de plusieurs milliers d'espèces de plantes différentes. Elles ne sont que 37 et pourtant ces zones sauvages représentent près de la moitié de notre planète. Leur point commun, plus de 10 000 km² chacune, 70% de végétation et moins de 5 habitants au kilomètre carré. Depuis l'Amazonie jusqu'au désert du Sahara, en passant par l'île de la Nouvelle-Guinée, toutes ces régions présentent une large biodiversité. Des réserves biologiques pourtant menacées par l'homme qui cherche à les exploiter. Chaque jour qui passe, il y a des espèces qui disparaissent. Alors il y en a certaines, c'est dans l'évolution naturelle des choses, mais c'est la première fois que par la pression de l'homme, cette biodiversité est en voie de disparition. Et ça, c'est important. Seuls 7% de ces régions sont actuellement classées afin d'être protégées. Ce sont pourtant ces espaces sauvages qui permettent à l'homme de respirer. À propos d'environnement, l'autre danger qui guette la côte aquitaine avec le pétrole. Il s'agit de l'érosion. C'est un phénomène naturel en hiver, mais depuis 5 ans, il s'amplifie. Au mois de septembre, à certains endroits, la côte a reculé de 25 mètres. Reportage David Bazier, Philippe Dumel. Mais où est donc passée cette plage de l'été aux environs d'Arcachon? En quelques heures, l'érosion maritime a tout emporté. Ce phénomène est naturel, il se produit chaque hiver, mais depuis quelques années, l'intensité du grignotage s'accentue. Ce qui est incroyable, c'est que depuis 5 ans, la falaise que vous voyez ici, elle était 80 mètres plus loin. Et depuis début septembre, on a encore perdu 25 mètres. À tel point que le maire de la Teste de Buch, en Gironde, constate que sa piste cyclable a disparu. Il appelle à la mobilisation. Je crois qu'on fait peu de choses surtout parce qu'il n'y a pas de coordination, c'est ce qu'on peut dire. Coordination, car jusqu'à maintenant, chaque commune fait ses travaux dans son coin. Le plus souvent des digues de béton ou des enrochements dont les effets pervers accentuent l'érosion. Et on a à un endroit donné une ville. Comme la Cano-Océan par exemple. Une ville construite très près de la mer. Si on bétonne ici, si on durcit le rivage, comme l'énergie de la houle ne pourra plus se dissiper, elle sera réfléchie puisque ça sera dur, ça va creuser ici et creuser là. Le phénomène est d'une telle ampleur qu'à l'horizon d'une dizaine d'années, des cités balnéaires de la côte aquitaine pourraient être submergées. Et les pôles touristiques bien connus que sont la Cano-Océan, Biscarrosse-Plage, Mimizan-Plage, etc., ils sont très très près de la côte, effectivement, et à certains moments, effectivement, le recul de la côte est important. Donc ces endroits-là, il faudra bien de toute façon les préserver, ou alors décider de les abandonner, c'est aussi une solution. Alors à Soulac-sur-Mer, on tente des expériences innovantes. Donc là, ils ont fait un stock de ça parce qu'ils ne peuvent plus aller puiser là-bas. La mairie a embauché une géologue. Sa solution,
des géotubes que l'on remplit de sable, une méthode expérimentale qui évite les effets pervers des digues. Ça permettra à l'eau en fait de mourir petit à petit et de perdre son énergie plutôt que d'être renvoyée et d'emporter le sable au moment où elle revient vers le large. On saura dans 3 ans si cette expérience fonctionne, sachant que l'homme ne peut pas vaincre l'érosion, il peut simplement la freiner. Là encore, il s'agit d'environnement avec un projet pris très au sérieux, la voiture à hydrogène. On en parle depuis longtemps, mais cette fois, le premier constructeur mondial, General Motors, se lance dans la bataille avec un modèle, la Hi-Wire. Ni moteur, ni volant, commercialisation prévue dans 10 ans. Luc Bazizin, Claude Barnier. Bienvenue dans le futur. Pour la première fois, nous prenons le volant d'un véhicule à hydrogène. Enfin, nous prenons plutôt les manettes. Et pour cause, il n'y a plus de colonne de direction, plus de pédales non plus, ni même de moteur visible à l'avant ou à l'arrière. Tout passe par les commandes électriques. Pour accélérer ou freiner, il suffit d'actionner ses poignets comme sur une moto. La Hi-Wire, c'est son nom, a permis à General Motors de déposer une trentaine de brevets. Un laboratoire roulant qui nécessite un petit moment d'adaptation. Une conduite vraiment originale puisque tout se passe par l'intermédiaire des mains, l'accélération comme le freinage, les pieds eux se reposent. Il s'agit d'un véritable salon roulant. Le seul danger, c'est qu'il ne faudrait pas justement trop se reposer sur la route. Le secret de la voiture tient dans ce châssis, épais de seulement 28 cm, une structure dite en skateboard sur laquelle vient se poser la carrosserie qui ne s'encombre plus d'un moteur. La structure en skateboard que General Motors a mise au point pour ce modèle Hi-Wire offre de nouvelles libertés aux designers qui pourront créer des architectures totalement différentes à l'avenir. Ce sera donc l'imagination sans limite. La seule difficulté pour l'utilisateur, trouver ses marques. Bon, au départ, c'est un petit peu perturbant quand même, parce qu'il y a justement à la fois ce silence et puis un bruit de compresseur qui revient quand même un petit peu. Mais on s'y fait assez vite de conduire sans les pieds, je pense. Plus besoin de puits de pétrole, de quoi perturber l'ordre mondial. L'hydrogène embarqué et l'oxygène suffiront à alimenter les fameuses piles à combustible. Les pots d'échappement ne recracheront alors que de l'eau. Un voyage maintenant, un voyage dans l'infiniment petit. Elle s'appelle France Bourrelly, elle est biologiste et photographe aussi depuis 10 ans. Son livre s'appelle Mondes invisibles, quand un œil de punaise devient un coucher de soleil, et quand un port de libellule ressemble à un volcan. Reportage Michel Monpontet, Philippe Luzzi. Quand le docteur France Bourrelly arrive à son travail, elle fait bien attention où elle met les pieds. Elle sait qu'elle peut par mégarde écraser un minuscule chef-d'œuvre. Une beauté de la nature, mais dans l'infiniment petit. Elle scrute ces beautés jusqu'au cœur de la matière, grâce à ses microscopes sur lesquels elle travaille. Les astronautes de la NASA l'ont surnommée la macronaute, une aventurière de l'infiniment petit, une biologiste de la contemplation passant des heures uniquement sur un détail de tête de guêpe. C'est mon rêve d'enfant, c'est-à-dire d'arriver sur un territoire où tout d'un coup on se dit personne n'a jamais vu ça, un peu comme Magellan. Sauf qu'à notre époque sur la planète c'est difficile. Et bien là, avec cet appareil, on découvre que tout un chacun, n'importe qui, dans son petit jardin, peut découvrir des mondes inconnus, invisibles. Ici par exemple, vous avez un volcan sur le dos d'une chenille. D'un volcan sur le dos d'une chenille à un port respiratoire d'abdomen de moucheron. Ou encore une poussière dans l'œil d'une libellule et toujours l'émerveillement de découvrir un univers beau comme un lever de soleil, alors qu'il s'agit d'un œil de punaise que jamais nous n'avions regardé. Il y a des galaxies dans nos jardins, il y a des chefs-d'œuvre dans l'infiniment petit. Et la nature, dans cet infiniment petit qui semble étrangement retrouver les chefs-d'œuvre des hommes. L'artiste Marcel Duchamp savait-il que son nu descendant l'escalier ressemble étrangement à une tête d'abeille grossie 80 000 fois, et que Vasarely peint des graines de pollen sans le savoir. À cette échelle, la couleur c'est l'homme. Il y a peut-être beaucoup plus de couleurs que celles de l'arc-en-ciel. Il y a peut-être des milliers de couleurs qui sont imperceptibles à notre œil puisque notre œil n'est pas programmé pour les voir. France Bourrelly est une artiste scientifique qui offre à notre regard un nouveau territoire esthétique à découvrir. D'autres préféreront la couleur, même à inventer. Mais comment résister à cette image d'un spermatozoïde pénétrant l'ovule? Et la vie qui choisit toujours le beau pour dire la vie qui vient.
Grandeur nature maintenant, une image pour terminer, image de football, l'élimination hier soir du PSG contre Nantes en 16e de finale de la Coupe de la Ligue, 3-2. Cette image, c'est celle du pénalty raté par Ronaldinho. Il a été victime d'un coup de bluff du gardien nantais, vous l'avez vu. Michael Landreau ne s'est pas positionné comme d'habitude au centre du but, mais tout près du poteau, il a laissé la cage grande ouverte et il a réussi à déstabiliser le meneur de jeu parisien qui est aussi champion du monde. A noter que 12 clubs de Ligue 1, c'est un record, ont été éliminés à l'occasion de ces 16e de finale. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À suivre la météo Nathalie Riouet, attention au grand froid. L'info sur France 2, soirée spéciale donc avec d'abord 100 minutes pour convaincre, invité Nicolas Sarkozy. Et puis à 22h45, le nouveau magazine de la rédaction, Un œil sur la planète avec Thierry Tulier, et notamment cette interview de Colin Powell. Le thème, faut-il avoir peur des États-Unis? Dernier journal, minuit et demi, Ève Mettet. Dès 6h30 télématin, dans les 4 vérités, Françoise Laborde recevra Jean-François Mattei, ministre de la Santé. Et on se quitte sur un nuage de papillons, des papillons migrateurs chaque hiver. Ils sont plusieurs millions à se rendre des États-Unis au Mexique. Un voyage de plus de 4000 km. À demain.